Radioscopie. Radioscopie. Pierre Etchebaster. Jacques Chancel. Carrière, vous l'avez faite à l'étranger. On va rappeler un peu vos titres. Vous avez été champion à main nue. Vous avez été champion de France à Pala. Vous avez été champion de Grand Chistera. Et puis vous avez été champion du monde de courte paume. Et cela de 1928 à 1954. C'est-à-dire pendant près de 30 ans. Et 26 ans, exactement. Mais pourquoi? Vous n'aviez personne en face de vous, ou bien vous étiez le plus fort? Oui. C'est certainement parce que personne n'a ma force, c'est pour ça. Certainement, j'ai dominé le jeu. Vraiment, j'ai dominé le jeu pendant toutes ces années-là. Parce que personne ne pouvait arriver au sommet, quoi, je veux dire. Enfin, je regarde vos mains, elles ne sont pas du tout abîmées, alors que l'on dit couramment que la main nue, si, un peu quand même, oui. Vous avez l'indication. Ah oui, c'est vrai, oui. Le petit doigt. Le petit doigt. Le petit doigt. Un petit peu, là aussi, oui, un petit peu. La balle est tellement lourde, il faut frapper tellement fort que... Non, fort, évidemment. Il y a une certaine force à... D'ailleurs, on ne frappe pas, on la prend. Non, on la frappe. À main nue, on la frappe. Ah oui, on n'a pas le droit de la prendre. Non, pas la prendre, pas la serrer, mais enfin, il y a un certain mouvement. Même avoir un signe de saisir la balle, ça n'existe pas, ça. Il faut la taper. Alors, la main nue, ensuite, il y a la pala. Il y a la pala. La raquette en bois, si l'on peut dire. Oui, puis aujourd'hui, nous avons la palancha aussi, ce qu'on appelle avec la flotte de gomme. Ensuite, le grand chistera et le petit chistera. Le petit chistera. C'est-à-dire avec le panier. Moi, je ne suis pas arrivé à jouer le petit chistera. C'est Durutti qui a mené ce jeu beaucoup plus que n'importe quel joueur. Et ensuite, parce qu'il faut en venir à ce que vous faites, la courte paume. Alors là, vous avez été champion du monde de courte paume. Alors il faut, je crois, résumer les choses. Et peut-être un peu expliquer. Un trinquet, c'est un terrain avec un fronton, avec un mur à gauche, un mur au fond et un mur à droite. 4 murs. 4 murs. Une salle rectangulaire. Oui, qui fait quelle longueur? 30 mètres de long, sur 10 mètres de large, et un filet au milieu comme au tennis. Alors ça, c'est la courte paume. Ça, c'est la courte paume. Donc un filet au milieu comme au tennis. Comme au tennis, exactement. Mais on peut jouer avec les 4 murs. Autrement dit, puisque nous sommes dans le Pays Basque, comme au Pachaka. Cela veut dire? Ça veut dire que nous avons un jeu ici qui s'appelle le Pachaka, l'on joue avec un gant de cuir et une grosse balle, et qui se joue également dans un trinquet, avec un filet au milieu et 2 joueurs de chaque côté. Alors on joue en plusieurs sets, comme au tennis. En plusieurs sets. Et on joue, quand on fait des tournois réguliers, excepté des championnats du monde, par exemple, la règle du jeu, c'est exactement la règle du tennis. Vous jouez 5-7, et le tournoi se continue comme ça. Et on compte 15, 30, 40 et jeux. Mais alors, qui a copié? C'est le tennis qui a plagié Non, la paume, c'est comme je vous ai dit, c'est le grand-père de tous les jeux de balle. Oui, c'est au commencement. Ça vient de 1100 et quelques, je crois. C'est au XIIe siècle déjà, on jouait beaucoup à la cour. Oui. D'ailleurs, il y a énormément de rois de France qui ont joué. Alors comment se fait-il, Pierre Etchebaster, qu'il n'y ait pas de jeu de paume d'abord ici à Saint-Jean-de-Luz, et qu'il y en ait très peu en France? D'abord, je ne crois pas que le tennis... C'est un jeu trop chic, peut-être? Non, très difficile. Ah, très difficile. D'abord, à jouer. Deuxièmement, qui n'est pas très populaire. Et troisièmement, qui coûte énormément au point de vue construction et maintien. Il vous faut au moins 1 ou 2 professionnels pour chaque cours. Tandis qu'à la pelote basse, vous allez jouer, vous n'avez besoin de personne, vous comptez vous-même. Tandis que à la paume, il faut que vous ayez des professionnels qui marquent votre match. Parce que les difficultés qu'il y a dans la marque, je ne peux pas vous l'expliquer ici, ça serait trop difficile. Parce que nous avons ce que nous appelons des chasses, comme au rebot. Le rebot, c'est le grand jeu du ici aussi, et il y a des chasses. Mais on les appelle pas les chasses ici, on les appelle les arayas. Et en langage plus clair, cela veut dire quoi? Araya, c'est une chasse, c'est une balle qui a été abandonnée. Oui. Par conséquent, vous regardez où le deuxième bond de la balle touche le sol. Et il faut que pour vous, en passant... Alors là, ça vous oblige à changer avec un score de 40
à rien, à 30 ou à rien, à 30. Là on devient très technique. Hein. Alors là, il faut si on ne regarde pas le jeu, on ne comprend plus rien. C'est difficile à expliquer. Vous revenez au jeu de paume parce que cela vous concerne, mais qui joue au jeu de paume aujourd'hui? Il y a... Aujourd'hui? Oui. Tout d'abord, je vais vous résumer. Nous avons entre les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, je dirais la France qui en a le moins, il y a 4 à 5 000 joueurs de paume. Vous avez New York, le club de New York qui a 500 joueurs de paume, ce qui n'est pas mal déjà pour un club. Philadelphie, qui en a autant. Chicago, Boston, et alors 2 ou 3 petites villes aussi. Et en France? En France, il y a un club à Rue-Lauriston, je ne sais pas si vous le connaissez. Il y a le Rue-Lauriston à Paris, qui a 4 squash et un jeu de paume. Et 500 membres font vivre ce club-là, ce qui n'est pas mal déjà pour Paris, vous comprenez? Mais la plupart, les 400 ou 400, un peu plus peut-être, jouent au squash. Mais il y en a beaucoup qui prennent le chemin de la paume, qui veulent essayer la paume. Mais vous pensez que ce jeu pourrait se développer ou au contraire, les gens veulent rester un peu dans leur marginalité? Non, je ne crois pas que la paume peut se développer. Peut augmenter les joueurs, on peut peut-être augmenter le nombre de joueurs. Oui. Ça, probablement. Mais pas le développer au point où ça serait... D'ailleurs, en parlant ainsi, je vous dirais que à Bordeaux, par exemple, dans notre région, on sera heureux d'apprendre qu'un nouveau jeu de paume va se faire. Mais pour faire ce jeu de paume, ils ont dû abandonner un vieux jeu de paume qu'ils ont vendu. Et alors, ils ont décidé de refaire un nouveau jeu de paume. Et ce jeu de paume va être fait dans 6 mois, quoi. Et ils vont en même temps profiter de l'occasion pour faire 4 jeux de squash et un tennis. Bon, Béranger, cette pelote basque, que vous a-t-elle apporté? Elle a fait d'abord votre vie parce que vous avez été champion, vous disiez j'ai été professionnel et vous avez bâti toute votre vie sur cette pelote basque. C'est-à-dire que non, j'ai joué la pelote basque parce que j'ai senti que je pouvais jouer assez bien encore. Et je me suis mis encore à rejouer, immédiatement après la guerre, je me suis mis à rejouer, comme je vous disais tout à l'heure. Quand, à une certaine période, à la fin, elle était 21, un monsieur nommé Worth, je ne sais pas si vous connaissez le nom. Worth, le couturier. L'ancien couturier de Radio de la Paix, oui. Qui était en même temps président du club de Paris et champion de France de paume, venait villégiaturer ici. Et cet été-là était venu à la recherche d'un Basque qui pouvait donner assez rapidement l'espoir de devenir un bon professionnel de paume. Et on est tombé sur moi. C'est je peux dire grâce, parce que ça fait toute ma vie, ça. Grâce à Massy, qui était le professionnel de golf à Chantaco, ici. Alors, il avait dit à M. Worth, allez voir Etchebaster, où je le convoquerai si vous voulez, et je suis sûr que vous trouverez, il avait dit ça, vous trouverez l'homme que vous voulez. Il vous a trouvé bon la première fois? Je vais vous expliquer maintenant. Alors, Massy me dit, est-ce que vous pouvez venir ici? M. Worth vous parlera dans 2 ou 3 jours. Le 3e jour, j'y vais, et M. Worth me dit, tiens, je veux vous amener à Paris. C'était le mois d'octobre 1922. Octobre 22. Et il me dit, nous allons faire un essai. Et si cet essai est concluant, eh bien, nous ferons les conditions pour que vous restiez ici. Alors je m'en vais un certain jour d'octobre, première semaine d'octobre, je m'en vais à Paris, j'arrive à Paris, M. Worth me reçoit à la rue Lauriston, là, et à 2h de l'après-midi exactement, nous pénétrons sur le cours. Il me donne une raquette, la première fois que je voyais le cours, il me donne une raquette et me dit, mettez-vous là-bas. Il me met au fond et m'envoie des balles. Je renvoie les balles, évidemment, à ma façon. Pas avec le coup de la paume, que j'ai appris plus tard, naturellement. Alors, je renvoyais la balle. Et tout d'un coup, ces messieurs comprendront mieux, il m'envoie des balles au tambour. Qu'est-ce que c'est au tambour? C'est le vent coupé qu'il y a. Ah oui, d'accord, oui, très bien, oui. Mais à la paume, au lieu d'être contre le mur, il est quelques mètres avant le mur,
avant le mur. Il m'envoie une balle et j'étais sur la balle comme si j'étais devant un petit steak là, comme ici, à manger. J'étais en position parfaite. Alors il fait comme ceci. Il était épaté. Alors il m'en renvoie une autre, plus ou moins la même. J'y étais de la même façon. Vous étiez né pour ça, quoi. Et la troisième, il n'était pas satisfait probablement. Il m'envoie une troisième encore, un petit peu différente. Il lâche la raquette, il m'appelle et il me dit, vous restez ici. Et c'est la vie qui commençait. Et voilà mon contrat de 8 jours là qui est tombé à une demi-heure d'essai. Alors vous voyez. Vous avez eu un métier dans votre vie en dehors de la pelote basque? Non, au Chili, j'ai travaillé avec mon frère. Je faisais la comptabilité. Et j'étais très content parce que j'aimais beaucoup écrire à ce moment-là. Ce qui est différent aujourd'hui. Et après, vous avez eu un métier? Non. Ah non, j'ai fait que la pomme. Alors la pomme, là, évidemment, j'ai fait les divers championnats. J'ai joué le premier championnat de pomme en 1927. Et en 1927, mais je l'ai perdu. Et je dirais, je ne sais pas si je l'ai gagné, mais enfin, je n'ai pas eu de chance de le gagner parce que l'expérience me manquait d'abord, et puis il y a eu des difficultés dans le contrôle de la partie. Ah, déjà, oui. Un peu contestataire, oui, là, déjà. déjà. Oui, déjà. Enfin, j'ai perdu le 7. Alors, M. Watson, qui me supportait, enfin, qui faisait tous les frais de mes déplacements, me dit, on ne va pas rester là. Nous allons envoyer un autre challenge au championnat pour l'année prochaine. Mais, à ce moment-là, mon challenge en a rencontré un autre, qui est celui d'un Américain, nommé Suter. Alors, les deux challenges se sont rencontrés. Alors, on nous a mis dans l'obligation, des décisions de fédération, on m'a mis dans l'obligation d'aller à New York pour jouer l'Américain. C'était en quelle année, ça? En 28? En 1928, février 28. Et là, vous avez gagné? Et M. Watson, alors, s'occupant de tout le voyage, c'était un Américain lui-même, mais qui vivait à Paris, qui avait de l'argent pour le moment, parce qu'il s'est fait... C'est lui qui s'occupait de tous les frais, de tout. Enfin, il était charmant à ce point de vue-là. Eh bien, je suis allé là-bas et j'ai gagné le tournoi. Et vous êtes resté après à New York? Et c'est un an après. Alors, je suis venu ici. En venant de New York, j'ai gagné le championnat qui m'a permis de lancer le challenge à l'anglais, d'avoir battu l'Américain. Alors, je suis venu ici et je l'ai battu le mois de mai suivant, c'est-à-dire le 13 mai 1928. 50 ans l'année prochaine. 50 Exactement. Ans, le 13 mai 1978. 1978. Je crois savoir qu'à Saint-Jean-de-Luz, on va essayer de fêter ça. Oh, c'est pas grave, hein. Mais on sait quel champion vous avez été ici, au Pays Basque. Chiquito de Cambo vous fait un peu d'ombre, peut-être, non? Oh non, bon, pas à ce point-là. Je crois pas, évidemment, je ne veux pas dire que... Mais vous savez, on ne me connaît pas de nom, probablement. Mais enfin, j'ai fait ma petite part en sport. Alors, vous savez, c'était... Vous êtes content d'avoir vécu ce... Et puis alors, d'avoir fait des voyages comme j'ai fait à New York, par exemple. C'était formidable. Mais, il y en a qui l'ont fait mieux que moi, parce que moi, j'avais un certain souci à New York. Je pensais trop à mon match, parce qu'il fallait que je le gagne. Ou au moins, si je ne le gagnais pas, je voulais au moins donner satisfaction à ceux qui me supportaient de me défendre honorablement. Vous comprenez? Et vous savez que les paris étaient parce qu'ils pariaient assez, vous savez que les paris à ce moment-là étaient à 2 à 1 contre moi. Alors une certaine peur, vous comprenez, c'était en moi. Mais comment ils peuvent donner 2 pour 1 comme ça? Et on croyait que Suter, c'était le joueur américain, allait me battre très facilement. On va voir. Mais vous n'avez pas souhaité faire des études? Non. Ça ne vous tentait pas? Aujourd'hui, vous ne regrettez pas? Vous auriez pu peut-être avoir un autre métier? Non, je suis très bien. J'ai passé une belle vie. J'ai pris contact avec des gens excessivement bien. Vous avez connu beaucoup de monde. Vous savez, si je vous disais que, par exemple, qu'un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez des noms, ou si ça rappelle des noms, mais j'ai tous les week-ends du mois de février 28, avant le championnat que j'ai joué, j'étais engagé à jouer avec M. Maquet, qui était le président,
qui est des postes et télégraphes d'Amérique, un monsieur excessivement riche, qui était en même temps président de la Philharmonique. C'est lui qui finançait toute la Philharmonique et qui avait président et qui avait comme chef à ce moment-là Toscanini. Vous vous rappelez de lui? Ah oui, Toscanini, il reste quand même dans la légende. Vous vous rappelez de J.P. Morgan? Non, un peu moins, oui. C'était le grand banquier. Non, vraiment. Mais ça, c'est toute votre vie, tout ça. Eh bien, un jour, je me suis trouvé à déjeuner avec eux, avec M. Mackay, qui m'avait invité. Il s'arrêtait toujours dans un club, un club privé, appelé le Lynx. Il déjeunait toujours. Et puis ce jour-là, il avait invité J.P. Morgan et Toscanini. Là, j'ai mangé avec ces messieurs, là. J'étais comme un... Vous voyez la photographie. Mais j'ai l'impression... À un certain âge, vous savez, on aimerait rester tranquille, vous savez. Certaines fois, vous devez avoir peut-être des petits moments de déception, parce que lorsqu'on regarde les États-Unis, on s'aperçoit que vous y êtes honoré, puisque vous avez là-bas, je crois, 2 statues, grandeur nature, qui vous représentent. Oui. Il n'y a pas de statue au Pays Basque de Pierre Etchebaster. Ah non, mais ça... Je le dis fortement devant le maire de Saint-Jean-de-Luz, on ne sait jamais. Non, mais ça, certainement, ce n'est pas au maire de Saint-Jean-de-Luz et même à la population de faire quelque chose comme ça. Mais si j'ai une statue, à New York, c'est une statue offerte par un client, un joueur de pommes, un amoureux de la pomme, je dirais, un amoureux de la pomme, qui, à l'occasion d'avoir atteint les 26 ans de longévité... 26 ans champion du monde. Oui. Eh bien, a décidé de me faire cadeau de la statue, de donner une statue au club. Et en même temps, il en a fait faire une autre qui est à Nieuport, qui est le siège du tennis, du long tennis, je veux dire, du tennis, et où il y en a une autre. Enfin, parfois, on reproche à ceux de ces pays de quitter ou le Pays Basque, ou la Bigorre, ou le Béarn, ou la Corse, ou la Bretagne. Vous êtes parti un jour. Avez-vous l'impression d'avoir un peu trahi votre pays en partant? Je ne crois pas. Parce que j'y ai pensé comme si j'avais habité ici. J'ai agi comme un Basque. Savez-vous que pendant la guerre, j'ai parlé au peuple de New York, pendant la dernière guerre, naturellement, j'ai parlé au Pays Basque. Alors vous voyez que je me suis intéressé avec la sœur de Bourotra, justement. Je dis Bourotra parce que c'est un nom assez connu. Et bien, Madame Higgins, à ce moment-là. Et bien, j'ai parlé avec elle. On a essayé de ranimer un petit peu la flamme, je dirais, de donner confiance à ces gens, enfin... à son pays, je dirais, à son petit... Au cours de toutes ces années, Pierre Etchebaster, qu'aurez-vous appris? C'est la pelote basque qui aura accompagné toute cette vie? C'est la pelote basque qui est à la base de tout, certainement. Les facilités que j'avais anticipées, des facilités de la pelote basque qui m'a donné un bon coup d'œil, mouvement de jambes, tout ça, et qui était en même temps naturellement. Parce qu'on n'apprend pas un jeu de jambes, on l'apprend pas. Et le coup d'œil non plus. Allez, soyez tranquilles. On améliore un certain jeu, mais on ne l'apprend pas. Oui, mais vous étiez entré quand même dans un univers qui n'était pas totalement reconnu. Imaginons que vous ayez été champion de tennis, vous auriez fait peut-être une carrière tout à fait différente. Ah oui, et très honorée, celle-là. Oh, mais elle était très honorable, la mienne. Ah non, honorable, oui, j'ai dit très honorée. Oui, enfin, très. Hein. Mais celle-là était très, très, très bien. Si vous saviez comme je suis, je dirais, respecté dans le monde de la pomme. Je vais vous dire ce qu'on a fait une fois à New York. Je jouais, après ma victoire sur l'américain. Il y avait un programme qui avait été fait pour exhibition. Je devais jouer 6 exhibitions. Et la dernière exhibition devait se jouer à New York, samedi à 2h. À 2h, à New York. Et je devais prendre le bateau à 4h30. Le même jour, le Majestic, avec M. Watson, qui était toujours, évidemment, mon manager bénévole. Eh bien, je l'ai su plus tard,
un monsieur qui connaissait le préfet de police de New York. Encore un joueur de paume, naturellement, un nommé monsieur Appel. Eh bien, savez-vous qu'après mon match, vers 4 heures, il était 4 heures plus ou moins, 4 heures, de façon à ne pas manquer mon voyage, mon bateau, il y avait une voiture de police avec sirène qui était en bas. Et une autre voiture pour M. Watson et moi-même derrière. Et j'étais au bateau comme un président de la République des États-Unis. Avouez que ça vous plaisait, ça. Ah oui, ça. Non, c'est pour vous dire les attentions qu'ils ont eues. Voilà. Et ce qu'ils font, quelquefois. Et si vous avez vu l'arrivée au Majestic, il y avait... Vous savez que les sirènes se sentent de très loin, vous comprenez? Tout le monde était sur la passerelle en se demandant, mais qu'est-ce qui vient? Vous êtes resté combien de temps aux États-Unis, au total? 50 ans. 50 ans. 50 ans sur 84 ans. Oui, 50 ans. Vous êtes plus américain que français? Oh non, je suis resté toujours français. D'ailleurs, je n'ai jamais changé ma nationalité. Jamais, jamais, jamais. On vous l'a demandé? Oh oui, mais je suis resté toujours français. Toujours, j'ai toujours refusé. Je suis français, je resterai français. Et jamais je n'ai changé ma nationalité. 50 ans, c'est tout de même beaucoup. Hein. Ah oui. Vous avez dû prendre des habitudes d'Américain. Oh non, pas du tout. Ah, pas du tout. Vous savez, j'ai accepté beaucoup de choses pour leur faire plaisir, mais jamais je n'ai changé mon idée. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, je ne sortais pas beaucoup. Je ne sortais pas beaucoup. Vous savez, ma vie était très simple, très, très simple. Je ne tenais pas à sortir d'abord, et je ne pouvais pas sortir car mon travail était assez, pas dur, mais enfin assez fatigant, vous savez. Il y a des journées où je jouais 7-8 heures. Alors, quand on arrive à jouer 7-8 heures, vous savez, on n'a pas... Quand on arrive à la maison le soir, à la maison ou là où l'on est... Et recommencer toute votre vie, Pierrette chez Pasteur. Si on m'offrait la même vie, je le ferais. Mais vous l'auriez, puisque vous étiez inscrit pour l'avoir. Oui, je le ferais. Mais cette fois-ci, vous ne seriez pas un champion de courte paume, vous seriez un champion de Testa Punta, sans doute, non? Oui, mais ça, par exemple, là... Hein? C'est un... Naturellement, ne sachant pas jouer un autre jeu, je resterai joueur de pelote. Mais en sachant jouer un autre jeu, ça, c'est une chose à discuter. Comment trouvez-vous les joueurs d'aujourd'hui? Je ne les connais pas assez pour vous donner une réponse affirmative, vraiment. Mais les joueurs de pelote de trinquet, d'après ce que je vois, il est difficile, il est très difficile, je crois, de faire une comparaison quand 25 ou 30 ans vous séparent. Très difficile, comme au tennis, par exemple. On ne peut pas dire, par exemple, si une question venait comme ça, tomber, quel a été le meilleur joueur de tennis que vous avez connu dans le monde? Il n'y a pas de réponse. D'abord, il ne faut jamais poser ce genre de questions, parce qu'on ne sait jamais répondre. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. De 1920 à 1935, vous avez eu un champion, et il n'y en aura pas deux. Et celui-là, à ce moment-là, serait resté champion. Remarquez. Tilden. Moi, je peux poser une question. Quel a été le meilleur joueur de courte paume? Là, vous ne répondez pas. Mais il y en a pas mal. Vous savez, c'est pas parce que on est champion. Mais autrefois, il y en avait d'autres avant moi. Et on peut les qualifier aussi de bons. Mais comment les comparer avec moi? Vous comprenez, c'est ça. Vous étiez rouspéteur sur un terrain, dans une partie? Accrocheur pour chaque point? Accrocheur, et puis jamais rouspété. Respectueux du règlement. Du règlement. Que l'on s'impose d'abord. J'étais certainement le champion le plus silencieux qui puisse exister sur un court. Je ne suis pas Anastase, allez. Oui, mais vous savez, Nastase fait une forme de cinéma, mais c'est un très très grand joueur. Ah, mais ça... Et sa qualité de jeu n'a rien à faire avec sa façon d'agir sur le court. Il n'est jamais dupe de lui-même, je crois. Mais ce que je n'aime pas, excusez-moi de dire ça là où nous sommes maintenant, et que l'on entende, ce que je ne comprends pas, c'est que on fasse tellement attention à ses gestes dans une partie de tennis. Au lieu que l'assistance s'applique à regarder le jeu. Vous comprenez ce que je veux dire? S'applique à rire parce que Nastase fait un geste à l'arbitre, par exemple, ou qu'il fasse... Ça, je ne comprends pas. Si on va avoir un match de tennis, comme on va
une partie, n'importe quoi, c'est pour voir la partie, pour juger les joueurs et pour voir comme se déroule la partie. Et voilà mon point de vue. Hein. Voilà mon point de vue. Il y a encore une chose qui est très bien respectée dans cette tradition de la pelote basque, des jeux basques, c'est la tenue vestimentaire. C'est beau de voir des joueurs pantalons blancs. Surtout, évitons le short. Hein. Oui, ça oui. Mais maintenant, la raison pourquoi, dans les autres jeux, surtout le tennis, je reviens au tennis toujours parce que c'est... c'est de toutes les couleurs maintenant. Hein. Oh, voilà. Et puis chacun est payé pour mettre une chemise qui a du bleu, du jaune, du vert, et ainsi de suite. Mais vous ne pensez pas qu'un jour on va y arriver aussi, par exemple... Moi je crois. Chez les joueurs de Cesta Punta Ah non, ici je crois pas. Je ne crois pas que le joueur de pelote basse sera attaché à une publicité. À une publicité quelconque. Je ne crois pas. Et le public? Je ne sais pas, je peux me tromper. Et le public, comment le trouvez-vous? Parce que le public a de l'importance aussi. Il assiste à un spectacle, mais il assiste à une célébration. Le public est très sympathique ici. Il ne faut pas siffler dans une partie de pelote basque. C'est mal élevé, je crois. Si un spectateur c'est mal élevé. C'est mal élevé. Mais on peut tout faire, mais enfin, c'est mal élevé. Voilà. On entend rarement quand même des sifflets, comme si... Ah oui, ça, c'est pas... Et puis, c'est pas l'ambiance. C'est pas l'ambiance vous savez, de notre jeu, vous comprenez, d'un jeu de rugby, par exemple. Tout ça. Alors, j'ai peur qu'un jour, et cela aussi à cause de la télévision, que les jeux d'équipe l'emportent sur les jeux individuels. J'ai bien peur de ça.